Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis consultante, hein. Mon agence s'appelle Yes We Green. Et j'ai donc eu j'ai la mission confiée par l'ADEME, comme nous a expliqué Valérie Jouvin, de mener ce groupe de travail opérationnel pour lancer la filière de réemploi du béton. Comme le disait, je pense que les enjeux sont clairs, hein, ils ont été donnés. Benoît a très bien fait là, le dernier schéma où on voit le réemploi en haut derrière la prévention. Vu d'ici septembre 2025, tout paraît évident. On revient juste au lancement, au grand défi 2024 de l'ADEME. Je veux juste revenir là, parce que le pas qu'on a fait en 1 an et demi avec ce groupe de travail est, je trouve, excessivement intéressant. Donc, à l'occasion d'un événement majeur qui s'appelle le grand défi de l'ADEME, ils ont eu l'idée de se lancer sur la vallée de la Seine, territoire marquant en termes d'impact de la filière bâtiment, et lancer ce groupe de travail. M'est confié la mission de monter un groupe de travail qui doit se déplacer au Havre sur cette thématique du réemploi. Je vais aller vite, donc grâce à l'ADEME, j'ai plein de contacts, on me source plein de gens, c'est facile, je peux avoir tout le monde, plein de gens au téléphone, maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Et moi, mon travail, c'est bien d'identifier quels sont les acteurs de la filière qui interviennent. Et c'est vrai que dans le bâtiment, c'est un vrai millefeuille. Et donc, je vais aller au résultat, c'est-à-dire sur plus de 40 entretiens individuels avec des structures. Je pense que 99,5% des répondants me disaient oui, les granulats et oui, le recyclage. Non, non, moi je parle non, non, nous on va adresser le réemploi du béton. Oui, non, mais le granulat, il y en a plusieurs. Il y a du granulat recyclé, ça. Non, excusez-moi, j'ai peut-être pas les bons termes. Moi, c'est pas. Voilà. Non, non, on parle du réemploi, c'est-à-dire qu'on va découper des bouts de mur, des bouts de béton, et on va les remettre ailleurs. Alors, effectivement, on ne sait pas encore techniquement et ça, mais c'est ça, justement, le groupe de travail. Donc ça, c'était mes 99,5% de tous mes entretiens qui me disaient d'emblée, qui me parlaient de recyclage, parce que filière, hein, déjà constituée, acteurs identifiés, normalisation quelque part de cet usage du béton. Usage unique, hein, vraiment. Et puis, il y a les 0,5% qui sont à peu près réunis là, de ceux que j'appelle les pionniers, ceux qui ont eu, ceux pour qui c'était déjà une réalité, qui m'ont expliqué qu'effectivement, eux, ils se battaient pour essayer d'intégrer et de faire comprendre ce réemploi du béton, qu'ils avaient déjà fait des chantiers, des expérimentations, qu'ils avaient déjà réussi à embarquer des acteurs, des maîtres d'ouvrage, des territoires. Et donc là, mes missions de réunir les acteurs au Havre pour débuter cette réflexion. Objectif très concret, hein, lancer une filière, c'est-à-dire aller sur des projets qui ont des finalités d'industrialisation. On crée filière, on ne va pas faire des projets vitrines qui vont être très beaux, on va embarquer plein de gens. Non, non, l'idée, c'est vraiment de réfléchir et de dire, il y a filière, il y a avenir, il y a matière, il y a économie, il y a des possibles derrière. Du coup, on arrive à réunir les 34 présents. Donc, je rappelle que 99,5% des présents qui étaient là pensaient que c'était de toute manière, me répondaient que c'était économiquement, techniquement, c'était inassurable, c'était impossible. Vraiment, le fond, c'était impossible. Je me suis dit, comment je vais faire ? Eh ben, on va réunir les 0,5. Vous connaissez ces chiffres, hein, il faut très peu de gens pour embarquer la foule. Hein. Voilà, donc on va les réunir et puis ils vont raconter comment ils ont fait les chantiers, les retours d'expérience qu'ils ont déjà fait. On va commencer déjà à rassembler cette matière sur le réemploi du béton. Et puis en fouillant, j'ai trouvé le PFL avec une chercheuse, Célia Kupfer, qui fait partie, je pense, de l'équipe, qui avait déjà mené un travail de rassembler 77 cas de réemploi du béton. Alors certes en Suisse, où il peut y avoir des législations différentes, des historiques aussi de construction différents. Cependant, ces 77 cas existaient, la compilation existe, et puis un travail de recherche appliquée avec, je vais découper du béton, je vais faire une passerelle, je vais monter dessus, je vais prouver qu'elle tient bien, du concret.
avec les items de techniquement pourquoi c'est possible, économiquement pourquoi c'est possible. Et donc on a fait intervenir chacun pour raconter son expérience. Et au début, c'était une sorte d'échange de c'est pas oui, mais alors là, comment, etc. Ça a duré 1 heure et demie, je crois que ça a duré assez longtemps, de mémoire. Il y a un moment où tout le monde a un peu baissé les armes et a commencé à être à l'écoute. Et l'étape 2 de ce premier machin, de ce premier round, c'était d'embarquer les gens et de les mettre en situation de possiblement imaginer que c'était possible. Je vous donne les 4 piliers de cette mission. Le premier, c'est donc effectivement de créer filière, c'est-à-dire rassembler des acteurs. Au-delà d'identifier des acteurs pionniers, c'est d'aller chercher tous les acteurs de la filière. Donc au fur et à mesure, c'était ceux qui étaient cooptés. Ensuite, c'était il nous faut un assureur, on va aller trouver un assureur et on va l'embarquer parce qu'il faut un nouveau regard de l'assurance sur ce type de matériaux. C'était de les faire travailler ensemble, que les expertises de certains puissent débloquer des freins, d'autres puissent les aider à imaginer des possibles au sein de l'organisation. La clé de ce groupe opérationnel, puisque opérationnel, c'est de développer et de créer, de faire émerger des expérimentations concrètes, c'est-à-dire de mettre autour de la table des acteurs qui savent, qui ont une expertise, qui se posent des questions. Il y a dans la salle beaucoup d'acteurs du groupe de travail. Je vais citer Polylogie, je ne sais pas où ils sont. Qui est un bailleur social qui n'avait pas du tout idée à la base d'introduire du réemploi du béton dans leur projet, qui se sont ouverts à cette possibilité et qui travaillent en interne à imaginer, à identifier, à mobiliser des équipes. Le chemin est long, le chemin est complexe, pas facile, cependant le chemin est là. Et 1 an et demi après, on a aujourd'hui 8 chantiers identifiés dans lequel est imaginé du réemploi de béton. Le but, c'est qu'il y ait des réemplois différents, dalles, murs porteurs, poteaux-poutres, dalles de façade. Et l'objectif de ce groupe de travail, c'est aussi de capitaliser, qui au terme de ce GT reste de la connaissance. L'ADEME et les 2 éco-organismes Ecominero et Valobat vont lancer un appel à projet là, fin septembre pour créer le premier guide pratique destiné à tous les acteurs de la filière dans l'objectif d'accélérer la mise en œuvre du réemploi du béton. Je pense que ça se retrouvera sur le site de l'ADEME. Voilà, et après, c'est la valorisation. Grâce à ce premier événement qu'on avait eu en avril, Ecominero a fait dans son événement de septembre une table ronde dédiée au réemploi du béton. Cette table ronde également, Ecopolis a créé sur son site une page dédiée au réemploi du béton et c'est la première en France. Voilà, l'ambition, c'est vraiment de faire émerger, de créer des groupes d'acteurs qui vont aussi s'entraider et partager. Ce groupe de travail a généré beaucoup de mise en relation. Voilà, je crois que je suis au bout de mon temps, c'est ça? Voilà, donc appel à pas de candidature, c'est si parmi vous des acteurs sont intéressés à venir collaborer, partager, intervenir au sein du GT. J'ai oublié juste une donnée excessivement importante, c'est que les expérimentations qui sont soulevées, elles sont aussi soulevées parce qu'à côté, il y a des financeurs qui se mobilisent, donc l'ADEME, mais également la région Île-de-France, la métropole aussi fait partie des tours de table et les 2 éco-organismes. L'idée est vraiment d'accompagner au plus près et de rendre possible en diminuant l'impact du surcoût du réemploi pour faire que rapidement on arrive dans les projets qui sont identifiés à réemployer du béton sous toutes ses formes.
On va donc passer maintenant à la table ronde, développer le réemploi et la réutilisation du béton, quel enseignement tirer de la pratique actuelle. Et pour ça, donc, j'accueille mes 4 invités que je vais laisser se présenter chacun à son tour. Et ensuite, on passera à la discussion. Maxence Grangeau, je suis chercheur doctorant en Suisse à l'EPFL et architecte de formation. Et on a développé une filière de réemploi de béton et de nombreux prototypes construits à échelle réelle. Merci. Donc, moi, je suis Annelise Lemarie, architecte de formation également, et fondatrice de Cycle de Ville, qui est une agence d'architecture et un bureau d'études spécialisé dans le réemploi et l'environnement de manière générale, et surtout de Bégo Réemploi, qui est une entreprise du BTP spécialisée dans le réemploi de béton. On en parlera plus tard. Bonjour, donc moi c'est Cécile Oxner, je travaille chez Immobilier 3F, bailleur social, au sein des équipes de construction neuve et en charge du développement de toutes les thématiques économie circulaire pour ces équipes. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Hugo Topalov, je suis architecte et ingénieur de formation et je travaille dans une coopérative d'architecture qui s'appelle Bellastock, qui est composée à peu près d'une vingtaine de personnes qui travaillent entre Paris et Marseille. Et qui se pose plein de questions et travaille sur le sujet du réemploi de béton depuis maintenant assez longtemps. Et j'en profite, juste avant de repasser le micro, pour vous dire que je joue à domicile aujourd'hui parce que nos bureaux sont juste en haut. Et Élise m'a dit dans l'oreillette, donc il y avait une visite qui arrivait vers 18h chez nous, 17h30. Donc voilà, on sera là pour vous accueillir si vous voulez échanger avec les membres de l'équipe. Et du coup, pour cette première partie de la table ronde, on va voir un panorama à travers les activités des 4 intervenants, justement du réemploi et de la réutilisation du béton. Alors pour commencer, où est-ce qu'on en est en Suisse actuellement? On est en train de découper un bâtiment de 26 000 mètres carrés en béton. Et tout ça, c'est possible parce que ça a été fait dès le début. Pourquoi on en est ici aujourd'hui? C'est parce qu'à travers les expérimentations qu'on a fait par le passé, on a développé ces filiales et la ville de Bâle a eu vent de ces recherches et a fait un catalogue à travers notre laboratoire, mis à disposition à toutes les compétitions de la ville, et comme un site un peu Amazon. Et ces éléments ont été intégrés dans des compétitions. Et aujourd'hui, on est en train de découper donc, ce grand parking à Bâle. Tout ça, c'est issu de la thèse, ce potentiel de réemploi porteur du béton, c'est issu de la thèse de doctorat qui a été mentionnée juste avant, de Celia Kupfer, qui a montré qu'il y avait énormément d'exemples qui ont été construits. Alors, au contraire de ce qui a été montré, très peu en Suisse, mais beaucoup en Allemagne, beaucoup en Norvège, beaucoup dans d'autres pays. Donc, c'est plus de 77 exemples de béton porteur, réemploi de béton porteur. Ça a mené très récemment à un atlas en ligne que vous pouvez consulter. L'URL, j'espère que vous pouvez le voir, c'est concrete-reuse@epfl.ch, où on a essayé de cataloguer un peu tout ça et les géolocaliser avec des fiches techniques. Maintenant, un peu plus en détail sur nous, ce qu'on fait au laboratoire, comment on a commencé cette recherche, simplement avec cette passerelle qui est composée de 25 voussoirs en béton de réemploi, qui sont simplement liés par du mortier. Et c'est du béton qui a été déconstruit d'un bâtiment qui allait être rénové. Donc c'est le sous-sol d'un bâtiment qui allait être rénové. On a découpé, percé, fait passer des câbles de post-contrainte dedans et simplement post-contraint le tout une fois qu'on avait mis du mortier entre chaque bloc. Finalement, ça donne une passerelle porteuse qu'on a testée bien évidemment plus scientifiquement que ça. On a équipé d'un. Donc, c'était un prototype de recherche qui a eu beaucoup d'échos internationalement. On l'a équipé d'un garde-corps et installé au-dessus d'une rivière en Suisse. Et puis maintenant, il est revenu devant nos locaux. Un autre exemple de béton de réemploi à l'échelle de la recherche, c'est donc ça, les blocs, ils étaient uniquement utilisés à la compression uniquement, donc on n'utilisait pas l'armature qui était dedans. Et donc là, le but de cette thèse de doctorat de Celia, c'était de montrer la capacité de réemployer le béton armé aussi via ces armatures. Donc tout simplement en découpant des dalles pour les réutiliser comme des dalles. Ça paraît trivial, mais on peut économiser
92% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà le prototype qui a été construit, également posé sur des profilés métalliques de réemploi. Donc c'est bien, on peut réemployer le béton, on peut réemployer le béton armé, mais on peut aussi réemployer ces connexions entre les éléments de béton armé. Ça, c'est les résultats d'un projet d'étudiants qui s'appelle Rebuild, dont il y a une étudiante dans la salle ici, où en fait ils ont découpé autour de ces connexions pour essayer de les préserver. Voilà. Je serai disponible à la fin si vous avez plus de questions. Et ça, c'est un pavillon communautaire qui a été construit à côté du campus de l'EPFL, avec tout le reste qui a été fait avec des matériaux de réemploi et biosourcés, géosourcés. Et c'est aujourd'hui utilisé un peu comme une maison de quartier. On a fait aussi des fiches qui permettent de quantifier qualitativement et quantitativement à quel point on peut réemployer des éléments en béton pour du porteur. Et tout ça, ça passe aussi par certains tests non destructifs et des tests destructifs. Ça aussi, je peux vous donner plus de détails plus tard. Et tous ces fiches, tout ce travail qu'on a mené permet à des maîtrises d'ouvrage publics aussi de faire du réemploi dans leurs bâtiments qui s'apprêtent à déconstruire. Aujourd'hui, par contre, on se rend compte que le statu quo, c'est pas du tout ce sillage. Donc, quid de la façon dont on démolit actuellement et ça, c'est exactement l'objet de ma thèse de doctorat. Est-ce qu'on peut réutiliser ce béton de démolition directement comme matériel structurel ? Ça, c'est un petit exemple qui date d'il y a plus de 100 ans, d'après la guerre, que Hugo m'a gentiment mentionné. Je pense qu'il va mentionner un peu plus d'exemples sur à quel point on peut utiliser ça pour des murs en maçonnerie en pierre sèche. Moi, dans ma thèse, ce que j'ai développé, c'est des méthodes accessibles pour réemployer ces gros débris de béton de démolition en murs porteurs. Et ça consiste en simplement aller dans les centres de recyclage, prendre ces gros blocs et directement venir les acheminer sur le site de construction, les mettre sur des palettes, prendre une simple photo pour avoir la géométrie 2D et ensuite faire un énorme Tetris. Donc c'est bien marrant. Et puis on peut en faire du coup des démonstrateurs. Ça, c'est le premier que j'ai fait où en fait on vient simplement, en levant par le bon endroit, on arrive à placer dans un coffrage grimpant avec des lignes mortier et faire finalement une espèce de maçonnerie qu'on a également testé à la compression avec des tests qui permettent de montrer qu'on est du porteur pour au moins du R+3. Récemment, j'ai complété ce démonstrateur un peu plus grand la semaine passée, à laquelle Annelise est très gentiment venue, avec le même système, mais un autre système que j'ai développé dans ma thèse, c'est la préfabrication, parce que ce que je vous ai montré, c'est quand même relativement chronophage. Ici, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple. On met les blocs à plat sur une table, on bascule la table, enfin, on coule les vides et après on bascule la table et on a un espèce de mur en béton de réemploi sans être contraint par les logistiques d'approvisionnement d'un chantier d'honneur, etc. Simplement, on a transporté ces éléments et aussi assemblé sur la même forme de ce démonstrateur de 2 étages de haut. Et voilà, j'ai des petites cartes postales après si vous voulez repartir avec des photos. Voilà. C'est moi ou c'est... Je passe à Ok. Hugo. Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, après cette présentation impressionnante de Maxence, vraiment bravo pour tout ce que vous faites, c'est incroyable. Je vais essayer de vous résumer un peu l'expérience de Bellastock sur le sujet du réemploi des bétons. Donc nous, ça commence ici, sur l'île Saint-Denis, on est en 2012. Et Bellastock, on a commencé à travailler sur le réemploi à cette époque-là. Et on s'est tout de suite doté d'un laboratoire, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a appelé, manifeste de l'architecture du réemploi qui s'est installé sur l'île Saint-Denis. Là, vous en voyez une partie ici. En profitant de la déconstruction des entrepôts du printemps, qui étaient des grands bâtiments en béton qui allaient générer énormément de déchets. Et alors là, on est un peu à l'âge de pierre du réemploi, en tout cas au XXIe siècle. Et donc, les questions de béton, l'intérêt pour le sujet est presque absent. Et nous, on essaye de se demander voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces déchets. Donc la première chose qu'on a tenté de faire, et la question qu'on s'est posée, c'est à partir des gravats de béton de démolition, mais tels qu'ils sont, quand une entreprise de démolition fait son travail, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire de cette ressource-là, sans forcément agir sur le processus de déconstruction en tant que tel. Donc ça nous a amené à travailler avec des fragments, que vous voyez là, qui est à peu près ce qu'on retrouve sur un chantier de démolition classique, pour faire du pavage de sol en opus incertum. Donc c'était assez
intéressant sur pas mal de plans, sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Évidemment, on sentait qu'il y avait un potentiel à développer. Et ça nous a aussi permis de traiter des questions plutôt de formation des métiers de la pierre, et notamment d'habitants qui étaient dans ce quartier-là, pour essayer de relier en fait les techniques de réemploi avec des techniques existantes qui existaient pour la pierre en l'occurrence. Donc ça, c'est pas nous. Voilà, vous avez d'autres exemples de prototypes qui ont été réalisés. Des exemples de maçonnerie paysagère aussi à partir de murs, de refends et de dalles avec 2 faces parallèles. Et puis ensuite, on s'est demandé, cette fois à Stein, là on est en 2015, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et donc agir sur le processus de déconstruction lui-même pour aller scier des éléments, là en l'occurrence des voiles et des dalles, et fabriquer avec ces éléments récupérés. Donc là, vous voyez le processus de sciage. D'ailleurs, je le dis avec des techniques qui existent déjà et qui sont employées dans divers métiers, notamment la déconstruction. Fabriquer des dalles, finalement, et des lamelles en béton pour faire des murs non porteurs dans le cadre de la fabrication d'un petit édicule qui est un local vélo dans un quartier qui est le quartier du Clos Saint-Lazare à Stein, où il y avait à la fois plein de bâtiments qui étaient démolis dans le cadre du projet en rue, et puis des besoins en aménagement paysager et en édicule de ce type-là. Donc ça, c'est une expérience qui nous a amené à nous poser plein de questions. La question de la déconstruction sélective du béton et du sciage, on pourra en reparler peut-être dans les échanges, et la complexité que ça engendre. La question de l'esthétique des constructions en réemploi de béton, et comment est-ce que c'est un champ d'expérimentation potentiel à explorer pour les architectes. La question des assemblages, puisque là on est sur des murs non porteurs, comme je l'ai dit, qui reposent sur des structures neuves en métal, on n'a pas pu faire autrement. Et très important aussi la question de la réception par les habitants de ces structures-là, et comment en fait on pouvait profiter du fait que les utilisateurs de ce bâtiment précis étaient ceux qui habitaient dans les logements qui étaient démolis, malheureusement, pour essayer de travailler sur l'acceptation et sur juste la réception, on va dire, par les populations locales de ce genre d'architecture fait de réemploi. Donc là, on ne le voit pas, mais à l'intérieur, vous avez encore des murs de papier peint, des grands-parents, des gens qui étaient là, qui sont restés dans le bâtiment et qui ont clairement influencé la manière dont ces choses ont été reçues. Bon, ça, c'est pour vous montrer que sur la base de ces expériences, c'est le slide d'après, donc on peut faire plein de choses avec le réemploi, c'est ce que veut montrer cette slide en gros, mais j'ai pas le temps de détailler. Et sur la base de ces expériences, alors nous, il y a quelque chose qui nous tient à cœur à Bellastock et qui est une activité qu'on porte depuis le début, c'est la diffusion de toutes les connaissances qu'on produit. Donc là, vous avez le premier ouvrage qu'on a publié en 2018, qui est un ouvrage de recherche qui essaie de restituer justement ces expériences et de délivrer des méthodes, on pourrait dire, ou des guides qui sont à la fois sur la partie technique, évidemment, du réemploi de béton, mais aussi sur les questions d'évaluation environnementale qu'on a menées avec la participation du CSTB et de modélisation économique, le nerf de la guerre, de tous ces processus-là. Et je pense qu'on en reparlera pendant la table ronde de l'économie. Voilà, ça c'est un schéma des guides qui sont dans cet ouvrage. Et après ça, on a continué un peu notre cheminement. Là, c'est un projet de construction d'une déchetterie à Kaisersberg, où cette fois, on réutilise des murs de soutènement que vous voyez là, c'est ceux qui sont un peu sales sur la photo qui sont en bas à droite, qui étaient déjà sur le site, sans vraiment les toucher pour le coup. Donc dans des process assez simples, et avec encore une fois un déclassement du porteur au non-porteur, parce que ici, c'est des murs non-porteurs en l'occurrence. Voilà, ça c'est le projet qui est terminé. Donc on a fait en collaboration avec l'agence ER Architecture. Et je finis avec ce projet-là, donc il y a un projet qui est en cours, qui a lieu à Melun, avec Habitat 77, donc le bailleur social local, d'ailleurs qu'on remercie parce que rien de tout ça serait possible sans eux, ils sont moteurs et le rôle des maîtres d'ouvrage est super important, peut-être qu'on en reparlera après justement avec Cécile, où là on démonte des panneaux de façade et des dalles de plancher que vous voyez là, pour fabriquer principalement des revêtements de sol. Il y a 850 mètres carrés en tout à pavé, dans une autre opération du même maître d'ouvrage, ce qui facilite pas mal de choses à différents points de vue, donc en pavage, en cheminement extérieur. Ah, et ça après c'est Anne-Lise. Alors peut-être juste pour finir, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Non, peut-être que je le garde pour la table ronde justement, la conclusion. Allô? Oui.
Non. Si ça marche ? Il faut que j'appuie sur le bouton ou... Ok. Oui, je veux bien le bip. Merci. Oui, merci Hugo. Et du coup, l'enchaînement se passe... non, c'est dans l'autre sens. À merveille, puisque donc nous, dans le cadre de l'activité de Bégo Réemploi et Cycle de Ville, donc riche des expérimentations de Bellastock, entre autres, et de l'EPFL, nous, on s'est généralement posé plus la question du passage à l'échelle. C'est-à-dire, typiquement, donc ce projet qui était initié par Bellastock, en tout cas dans l'idée de la fabrique du Clos, de produire de l'opus incertum pour réaliser du pavage sur les espaces publics avoisinants. On a été appelé par la collectivité pour accompagner plutôt la phase de démolition et de réalisation de cette allée piétonne dans le cadre de la déconstruction du chantier. Et donc, force est de constater que, en effet, cette expérience nous a permis de mettre encore plus en évidence la nécessité d'appréhender les projets de réemploi de béton nécessairement dans une continuité entre la phase de déconstruction et de construction. Et que, en réalité, ça nous obligeait à penser donc aussi tout le process dès la conception. On s'est donc un peu heurté à la méthodologie opératoire qui avait été proposée de récupérer les débris en pied d'immeuble au règlement de sécurité simplement du chantier, puisque l'entreprise nous a expliqué qu'elle n'était pas du tout d'accord pour réaliser cette récupération en pied de chantier. Cette récupération par étage, justement, puisque quand une démolition est commencée, on ne peut plus accéder dans le bâtiment. Donc, on a dû adapter un peu et les quantités et le process, et finalement ne récupérer qu'une petite partie des dallages, puisque les morceaux ayant chuté de 8 étages sont devenus trop petits pour pouvoir les récupérer. Et donc, le calibrage des dalles, qui était auparavant entre 70 cm ou 80 cm, on a tout simplement récupéré beaucoup moins de dalles, puisque le processus a été finalement plus ou moins rendu difficile par la déconstruction. Donc voilà, ces dalles ont été ensuite stockées sur le chantier immédiatement, ce qui fait aussi la force du dispositif, puisqu'on a une forte économie carbone en lien avec la proximité du chantier destinataire de l'autre côté de la rue. Et donc on a réalisé le traitement de finition pour ces dallages, puisque comme vous le savez probablement, le béton étant un matériau poreux, il ne peut pas tellement être mis en place sans autre traitement sur un revêtement de sol. Et donc, avec une équipe, les équipes d'Ares, que je salue au passage, qui sont une entreprise d'insertion, on a réalisé donc le traitement de finition sur une allée qui est en cours de pause et qui sera finalisée la semaine prochaine. D'ailleurs, Ecopolis organise une visite lundi. Pour ceux qui veulent s'y joindre, elle commence à 14h30, je crois. Autre projet, donc chez Bégo, nous, on est plutôt, on va dire... identifiés comme des acteurs qui sont liés au sciage du béton. Donc ça, c'est une expérimentation qui a été commandée par la ville de Paris avec un démonstrateur qui se trouve aujourd'hui à l'Académie du Climat pour étudier une filière de production de réemploi à partir de dalles gravillonnées que vous voyez en grande quantité dans les bâtiments. Donc il s'agissait de trouver un process pour valoriser ces dallages. Bon, on s'est dit du 45 par 45, c'est tramé. Si on essayait avec une épaisseur de 3,7 à 4, si on essayait de la couper finalement dans l'épaisseur, qu'est-ce que ça donnerait ? Est-ce que c'est pas peut-être plus malin que d'avoir 18 lignes de coupe qui vont augmenter les coûts, puisque donc le sciage a beaucoup d'avantages, mais un petit point faible qui est son coût, entre autres, mais on en reparlera tout à l'heure. C'était donc de découper à l'horizontale avec au câble ces dallages pour en produire du carrelage qui ensuite pouvait subir un traitement de finition de différents types, adoucis, polis, etc. Et a été reposé donc, dans un démonstrateur qui est posé au laboratoire de l'Académie du Climat, d'éco-construction. Est-ce que je vais arriver ? Voilà, donc autre chantier important, ça c'est donc le chantier de la Porte Maillot qui a servi de gisement source à la réalisation de dalles de revêtement de sol pour la Maison des Canaux, que peut-être vous connaissez, un projet de Clara Simé qui était là ce matin. Qui nous a donc proposé de réaliser un dallage pour la salle à manger, qui était du coup l'autre aspect qui nous intéresse dans le réemploi de béton était l'aspect esthétique de la découpe, puisque quand on coupe un voile béton en son milieu, on se retrouve avec finalement des granulaciers qui donnent un aspect terrazzo. Enfin, le béton, ça n'est autre que finalement une sorte de pierre. On a un mélange d'agrégats et de ciment qui fait que
En tout cas, le sillage nous paraissait intéressant sur le plan esthétique. Et donc, nous a commandé une trentaine de mètres carrés, une vingtaine de mètres carrés de dallage, issus de la découpe donc, des planchers de la porte-maillot que vous avez vu auparavant. Du coup, grâce à l'entreprise Prémisse, on a pu découper des épaisseurs de dalles de 27 cm qui sont exactement celles du dallage de la Maison des Canaux. Donc voilà, avec un traitement de finition également qu'on pourra détailler peut-être plus tard. Autre projet important de mise à l'échelle qui a beaucoup contribué à faire parler du réemploi de béton, la production de 1500 m² de pavés issus des voiles de refend de la cité Gagarine à Romainville, projet qui a aussi été publié par Ecopolis. Donc sur ce projet-là, on est intervenu en tant qu'AMO à la base, et le défi était de transformer ces voiles de refend, de trouver toute la méthodologie de déconstruction et de production pour avoir 1500 m² de pavés normés de 14 par 14. Enfin, il y avait un format qui avait été défini par Bellastock. Et donc, on s'est amusé à déconstruire ce bâtiment. On parlera peut-être des coûts plus tard, mais voilà. Et de traiter sur chantier avec un prototype qui a été réalisé sur chantier et sur lequel on a réalisé une série de tests qui sont peut-être... qu'on pourra détailler aussi plus tard. Et enfin, pour faire le lien avec le chantier de, peut-être, je te laisse parler de P11 Amelot. Merci. Du coup, j'avais mis d'autres photos. Je peux passer. Oh, voilà, c'est bon. Voilà, du coup, moi, je vais prendre ma casquette de maître d'ouvrage pour vous parler d'une opération qui est la seule chez 3F qui développe du réemploi de béton. Donc nous, on est un petit joueur encore sur le sujet, très intéressé par tout ce qui a été dit juste avant. Et moi, je ne suis pas responsable de cette opération-là, donc je vais vous en parler succinctement, mais en plus, il y a d'autres personnes dans la salle qui la connaissent certainement mieux. Par contre, j'ai vraiment une casquette responsable économie circulaire avec vocation de rassembler de manière la plus exhaustive possible toutes les initiatives qui se font chez 3F sur l'économie circulaire. Il y en a beaucoup. Parce qu'on gère un portefeuille d'opérations immobilières assez important. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition cette connaissance, faire de la capitalisation pour que ça donne envie, surtout, à tout un chacun, autant les chefs de projet que l'ensemble de l'écosystème maîtrise d'œuvre entreprise avec lesquels ils travaillent. Donc quand même, pour vous dire un mot sur Amelot, donc c'est une opération qui est... très importante, exemplaire, on va dire, pour 3F, mais qui est assez ancienne et pas encore terminée, puisque c'était un réinventé Paris 2. Et on avait candidaté et été retenu en 2018 avec les agences d'architecture Gaëtan Le Pénuel et Sam Architecture. Et c'est donc un projet dans le 11e arrondissement qui donne sur un passage très étroit avec nombreuses contraintes. Notamment d'accès, de nuisances, d'évacuation, des gravats, etc., puisque c'est une grosse restructuration de deux bâtiments principaux que sont la halle et le silo. Donc la halle, un bâtiment des années 20, qui était une halle industrielle avec une couverture métallique, et le silo, qui était un parking silo plutôt des années 70. Voilà, qui sont tous les deux de part et d'autre d'une ruelle vraiment étroite. Et donc avec des propositions architecturales vraiment intéressantes pour venir recréer des logements de qualité, 134 logements, et également différentes, une programmation assez mixte, une crèche, de l'activité, des commerces, etc. Donc dès 2018, nous c'est pareil, c'était un peu les prémices de la réflexion sur la conservation au maximum du déjà là, etc. Et on avait, donc vous voyez là ce qui est conservé et reconstruit. Et donc c'était une des premières consultations sur lesquelles on avait dans l'équipe un AMO économie circulaire qui était Cycle Up, qui je pense était aussi un peu dans ses premières années à l'époque. Et qui nous avait déjà permis un peu de structurer une réponse sur différentes pistes de réemploi in situ, et notamment déjà en 2018 l'idée de réemployer du béton, donc utiliser des planchers qui allaient être déconstruits pour les transformer en revêtement de sol extérieur, en pavage extérieur. Donc,
Voilà, selon un calpinage qui avait été proposé tel quel par la maîtrise d'œuvre. Et ensuite, à l'issue de l'appel d'offres, alors il y a eu 2 appels d'offres parce que bon, c'est des projets parisiens, ça prend du temps. C'est pas forcément favorable pour nous, mais par contre, du point de vue du réemploi, c'était assez intéressant parce qu'on a vu entre 2020 et 2023 le 2e appel d'offres quand même une évolution de la maturité des entreprises qui répondaient. Donc on a eu finalement en 2023 des réponses assez robustes sur le sujet. Et donc, nous avons retenu l'entreprise Bouygues Construction qui se faisait accompagner de Bego Réemploi, justement, et qui ont proposé, donc, dans leur process, une plus grande industrialisation de ce qui était prévu initialement pour rentrer dans une enveloppe budgétaire qui nous a convenu et qui nous a permis d'avancer sur le sujet. Ouais, ça, c'est un peu des photos de l'existant. Et puis, bon, je pense que je vais peut-être revenir en arrière parce que tes photos étaient mieux, je pense, sur la découpe, mais donc voilà, vous avez du sillage. Si je comprends bien, l'industrialisation, elle se fait bien quand on peut avoir des grandes surfaces de sillage. Donc il y avait ce sujet-là. On n'a pas réussi à réemployer la totalité de ce qui était prévu initialement pour différentes raisons, notamment de découverte au fil des sondages de ce qu'il y avait initialement dans l'existant. Donc voilà, donc tous ces sujets qui viennent alimenter notre retour d'expérience. Pour commencer à esquisser ce que pourrait être une 2e expérimentation, une 3e expérimentation par la suite de ces éléments de réemploi. Donc voilà, sillage, découpe en carré de 1 mètre par 1 mètre. Comme tu disais, applique d'un revêtement extérieur. Il y a toute une phase également de stockage qui malheureusement ne se fait pas sur site parce que c'est très contraint. Et pose sur un lit de sable pour 200 mètres carrés de revêtement extérieur, ce qui est donc moins que ce qui était prévu initialement, mais qui est quand même une surface qui n'est pas négligeable et qui, pour nous, constitue vraiment quand même une expérimentation très, très qualitative. Et on en est assez satisfait. Je vais m'arrêter là, je pense qu'il y aura des petites questions après. Maintenant qu'on a fait un peu le panorama, on va se poser la question de comment on développe maintenant cette pratique. Qu'est-ce que chacun des acteurs identifie justement comme point d'amélioration qui pourrait permettre de rendre plus courant cette pratique. Pour ça, si vous voulez prendre les autres micros plutôt que se les passer un par un, ça sera peut-être plus pratique. Et justement, Cécile, on peut continuer avec toi par rapport à ton expérience sur cette opération-là. Qu'est-ce que toi, tu identifies comme besoin pour, par exemple, refaire cette opération? Ou justement, qu'est-ce qui là a été des éléments de contexte favorables qui ont permis que ça se fasse sur celle-ci et peut-être pas sur une autre, ou justement peut-être sur une autre? Du coup, moi, je m'étais un peu identifié 3 réponses à cette question. La première chose, c'est effectivement d'avoir un peu, une sorte de grille de lecture quand on est en phase de développement foncier, qu'on identifie une opportunité. Qu'est-ce qui peut nous amener à penser que ça va être pertinent pour faire du réemploi de béton? Donc, des discussions que j'ai eues avec l'entreprise, pour l'instant, c'est encore ça manque un peu de maturité pour dire un peu simplement, là, on a des dalles qui font, je sais pas moi, 300 mètres carrés. On peut faire des premières études. Donc voilà, donc il y a un peu cette aide à l'identification des opportunités et des contraintes sur un site pour savoir quand est-ce qu'on peut y aller. Une deuxième réponse, c'est vraiment ce qu'on a pu voir en exemple en fait, de réalisation. Ça, on sait que ça marche très très bien, ne serait-ce que montrer des exemples qui sont esthétiques, comme tu le disais, Anne-Lise. On a vraiment besoin, nous, d'avoir, bien sûr, d'être assurés sur tous les éléments de technicité du bâtiment. Mais voilà, ce sujet esthétique est aussi important et on voit bien, nous, dans les réponses qu'on a dans les concours qu'on lance d'architecture, on a souvent des maîtrises d'œuvre qui vont être assez friandes d'expérimentation comme ça, de pouvoir les mettre en valeur parce qu'ils ont aussi envie de les tester. Et nous, on aime bien accompagner ça. Donc, voilà, je peux que inciter à ce que disait aussi Karine tout à l'heure, à montrer ce qui s'est fait, parce que c'est aussi avec ça qu'on embarque, je pense, beaucoup de monde. La troisième chose, une des difficultés quand même, je pense là sur notre projet spécifique, c'était tout le sujet du sondage amont. Donc il y a peut-être un sujet aussi du type de marché qu'on met en place quand on veut faire du réemploi de béton. Et donc la question de est-ce que c'est à cibler par exemple sur des projets en conception-réalisation où on a l'entreprise en amont qui peut d'ores et déjà avancer un peu sur les sujets de caractérisation et de test. Voilà, c'est une question un peu en l'air.
Annelise, peut-être que tu veux rebondir là-dessus, justement, puisque tu étais sur l'opération aussi, que sur les sondages, etc. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, en complément de ce que vient de dire Cécile, ce que je partage, effectivement, je pense qu'il y a deux sujets. Bon, outre des sujets, je dirais, purement techniques, de dire, pour limiter les coûts de sillage et favoriser cette démarche, il faut peut-être adapter les formats, en tout cas, réfléchir un peu différemment à la manière dont on conçoit et on fait, mais c'est peut-être un autre sujet. Dans cette thématique-là, je pense qu'une des clés, c'est quand même aussi d'anticiper, enfin comme toujours hein, dans leur emploi, mais en fait d'avoir la capacité d'anticiper et donc peut-être pas seulement dans le cadre de conception-réalisation, mais peut-être dans l'idée pour un maître d'ouvrage qui voudrait se lancer dans ces démarches-là, d'une part d'interroger son propre parc, c'est-à-dire de mettre en relation ces chantiers de déconstruction et ces chantiers de construction pour réfléchir plus largement à la temporalité des chantiers, qui est quand même un des facteurs limitants de ce type de démarche. Et je dirais effectivement, après, dans une approche plus micro-économique sur un chantier, de se dire qu'on n'approche pas un projet de réemploi de béton au dernier moment, en chantier, quand on a déjà passé les marchés. Effectivement, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas en termes même d'optimisation des coûts, d'avoir fait avant, pendant les études, une série d'échantillonnages ou des sondages pour mieux connaître son gisement béton. Non seulement dans les épaisseurs, mais aussi dans la taille du ferraillage, sa position, enfin, des éléments qui vont énormément impacter la stratégie et la méthodologie opératoire et de déconstruction et de production d'éléments. Et donc, plus on sait ça et plus c'est facile après de faire une étude de faisabilité qui va pouvoir, on va dire, grosse maille, dessiner les bons usages et les bons éléments du gisement. Est-ce que Hugo, tu veux continuer en tant que justement maîtrise d'œuvre aussi là-dessus sur ces questions? Ouais, alors moi peut-être une petite remarque rétropédalage, mais par rapport à un sujet qui me paraît important de mettre sur la table aujourd'hui, c'est la question de comment est-ce qu'on peut éviter de réemployer du béton. Alors on le répète, qu'il faut conserver les bâtiments avant de faire du réemploi, et je pense que maintenant c'est quand même acquis, c'est un acquis qu'on peut dire collectif. Mais moi ce que je constate, c'est que voilà, on dépense tous des efforts assez importants à tous les niveaux pour faire tout ce qu'on vous montre ici. Et nous, les équipes de Bellastock, quand on est face aux bâtiments qu'on est en train de démolir pour faire du réemploi, on se demande souvent, voilà, pourquoi on ne pourrait pas garder ces bâtiments. Donc par exemple, ce que tu as montré, Cécile, au garage Amelot, je pense que ça a l'air d'être un exemple où il n'y a pas trop le choix, parce que pour des raisons de programme et de modification d'un bâtiment en centre urbain dense, etc., le réemploi de cette dalle, là, il est nécessaire. Et moi, je peux vous jurer que la plupart des projets que je mène, notamment avec des bailleurs sociaux et dans les cadres des programmes en rue, on pourrait s'éviter de démolir. Et s'il y avait une chose importante pour moi qu'il fallait retenir sur ce sujet, au risque d'en décevoir certains, c'est que le meilleur béton de réemploi, c'est celui qu'on ne réemploie pas et qu'on conserve dans les structures existantes. Cela dit, il y a évidemment plein de cas et de scénarios où c'est intéressant de regarder quand est-ce qu'on peut faire du réemploi de béton. Et là, voilà, il y a plusieurs pistes. Allez voir par exemple toutes les entreprises de démolition qui réhabilitent des bâtiments et qui scient des planchers pour faire des doubles hauteurs ou qui détruisent des murs porteurs pour agrandir des pièces, ou tout un tas d'opérations qui génèrent des flux hyper importants de béton, c'est sûr qu'il faut travailler dessus. Mais voilà, en tout cas, si l'enjeu, comme tu l'as présenté au début, c'est de réduire ces flux astronomiques d'approvisionnement en matériaux là, pour la construction, et aussi réduire ces fameuses 42 millions de tonnes de déchets qui sont créés par le bâtiment, dont je ne sais plus combien, 40% tu as dit, sont du béton, c'est sûr que le réemploi de béton, ça ne sera pas la solution ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc je pense que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu, quoi. Et sinon, pour répondre peut-être plus précisément à la question de difficultés techniques et économiques, donc réemployer du béton, vous l'avez vu, ça implique voilà, des choses complexes. On touche à la structure des bâtiments, donc il faut étayer, faut manutentionner des choses assez lourdes. Et sur le point de vue économique, nous, ce qu'on se dit à Bellastock quand on en parle, c'est que le béton au mètre cube, c'est moins cher que l'eau potable aujourd'hui, enfin que l'eau en bouteille que vous trouvez au supermarché. Donc c'est une comparaison un peu provocante et qui a clairement ses limites. Voilà. Mais c'est vraiment le matériau de construction aujourd'hui qui est le moins cher au monde. Et c'est normal, il y a une infrastructure qui a été développée pour ça depuis maintenant un siècle. Donc essayer de concurrencer le béton neuf avec le réemploi, je pense voilà, il y a encore du boulot, même si dans quelques cas particuliers ça peut être pertinent. Mais moi, pour vous donner des chiffres, parce que c'était une des questions qu'on devait traiter,
Le sciage, nous, ce qu'on en retient, c'est qu'il faut compter à peu près 75 € par mètre linéaire de trait de scie. Donc si vous faites un carré d'1 mètre par 1 mètre, vous avez 4 mètres linéaires, ça vous fait à peu près 300 € du mètre carré de dalle là qu'on vient de voir sciée. Peut-être que vous aurez d'autres tours, mais comparer ça à une dalle de béton neuf, je peux vous jurer qu'on n'y est pas. Mais encore une fois, c'est normal. Parce qu'il ne faut pas le comparer à une dalle de béton neuf. Il faut le comparer, la dalle de béton neuf, tu l'as dit, elle fait 250 kg de CO2 par mètre cube d'émissions. Donc il faut le comparer, si on a une dalle de réemploi qui en fait peut-être 9 fois moins, à un autre truc qui en fait 9 fois moins aussi. Mais avec une dalle de béton neuf, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est pas pour être trop pessimiste sur le développement de ces choses-là, mais c'est pour les réinscrire dans un cadre un peu plus structurel et après se dire que là, du coup, l'enjeu, c'est d'identifier les bons contextes où c'est pertinent, quoi, tout simplement. Justement, on parlait d'équation économique. Comment est-ce que vous, au niveau de votre projet, par exemple chez I3F, vous avez géré votre... C'était ça ? Justement, comment vous avez géré votre équation économique de votre côté sur ce projet-là ? Pardon. Bon après, donc comme j'ai dit, le projet AMLO c'est un projet emblématique pour 3F, donc c'est pas représentatif de, on va dire, notre production courante. Donc déjà il y a un peu, peut-être on a deux vitesses quoi, entre ce type de projet où on s'est engagé auprès de la ville sur l'ensemble des innovations qu'on a décidé de porter dès le début et d'autres projets où on aurait été nous moteurs mais avec moins d'attente en face. Enfin, donc voilà. Donc c'est sûr que sur AMLO, de toute façon, on n'allait rien lâcher. C'est sûr qu'on allait y aller. Après, il se trouve qu'il y a eu un très gros travail de fait à toutes les échelles pendant la conception et pendant les négociations avec les entreprises. Donc en fait, on est arrivé nous, à ce qu'on nous propose un coût assez intéressant, assez attractif en comparaison à des matériaux neufs. Après, avec derrière une entreprise qui a été chercher une partie de financement par les éco-organismes pour couvrir une partie des tests, mais bien évidemment, je pense que ça ne couvre pas l'intégralité des tests et de toutes les chutes qui ont pu être faites. Voilà, l'idée, si on veut que ça se reproduise, c'est qu'il faut que l'entreprise y trouve son compte et qu'elle qu'elle ait envie de le refaire. Donc voilà, je ne sais pas si dans ce cas-là, ça serait le cas. Dans tous les cas, pour toute opération courante, on va effectivement travailler à toutes les étapes du projet pour optimiser ces coûts-là, en espérant que ça finisse par passer. Oui, alors moi j'ai un petit peu une autre lecture de ces sujets-là parce que effectivement on a essayé d'un peu de comparer. Ça fait très longtemps qu'on nous pose ces questions-là. Je pense qu'en fait, on est quand même dans une phase. Alors, bien évidemment, le sujet n'est pas de répondre à comment faire au même prix que le béton coulé en place. Ça, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas non plus de trouver une solution aux quantités de béton qu'on va déconstruire. Enfin, les chiffres sont dérisoires en comparaison, mais plutôt de trouver une opportunité de valorisation différente et in situ à ce qu'on fait depuis toujours, enfin en tout cas depuis 50 ans, qui est de ne proposer que du granulat qui va partir en remblai de voirie. Et en plus, de lui trouver une valeur esthétique, et donc, dans une moindre mesure, effectivement, de peut-être constituer certains éléments du projet, pas tous, dans des matériaux qui deviennent des matériaux nobles, alors qu'ils étaient considérés comme des matériaux qui, clairement, n'en sont pas. Enfin, le béton a plutôt une connotation très négative, en tout cas dans l'imaginaire des années 70, etc. Et donc, il y a une partie de la réponse qui vient de sujets techniques, donc effectivement d'adapter les formats, d'adapter le process de déconstruction pour aller cibler des matériaux qui sont disponibles du type la dalle de P11 AMLO. Effectivement, à la suite de pas mal d'études, on a fini par choisir cette solution-là parce que la découpe était moins chère et on est aussi allé chercher des gens qui coûtaient un peu plus cher, mais qui savaient découper avec une compétence supérieure à celui, enfin c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais on ne trouve pas de découpeurs, de scieurs de béton compétents si facilement que ça, qui ont la dextérité pour aller tracer droit des lignes de découpe. Donc il y a aussi un sujet de compétence de ce métier qui n'est aujourd'hui pas très bien valorisé malheureusement, mais qui pourrait s'améliorer dans les années à venir. Et donc pour en revenir au prix du mètre linéaire de découpe, c'est un peu illusoire de s'imaginer qu'on peut sortir des prix parce que sur certains chantiers, on va être à 90. Sur d'autres chantiers, si on a plus de mètres carrés
Et si on a effectivement des équipes de découpe qui vont pouvoir tracer en ligne, enfin, sans entrer dans les détails, eh ben, on va pouvoir réduire les coûts et peut-être les abaisser à 70, enfin voilà. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a des effets d'échelle qui peuvent me permettre de réduire les coûts, et ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on est dans une pratique qui est encore très, très discrète, qui est en balbutiement. On peut imaginer que demain, on aura les outils qui permettront aussi d'abattre les coûts. Aujourd'hui, on est dans la technique manuelle. On peut s'imaginer que si on met en point des techniques en série qui permettent de découper plus efficacement ou plus rapidement, on aura forcément une réduction des coûts. Tu parlais d'effet d'échelle. Maxence, toi, tout à l'heure, tu nous as présenté un projet où il y avait 26 000 mètres carrés de béton qui étaient découpés là en concours à Bâle. Toi, comment tu décrirais la différence de contexte qui fait qu'en Suisse, on soit un cran plus loin, peut-être sur justement le réemploi et la réutilisation du béton là-dessus, et les liens entre la recherche et l'application qui permet de favoriser ça? Alors, je sais pas si on est beaucoup plus loin, mais une piste, c'est, et puis ça revient aussi à la première question, c'est comment développer ceci. Nous, en tant que laboratoire de recherche, c'est de rassurer par l'exemple, donc construire et montrer que ça marche, et rassurer par des tests de structure, etc. Et c'est justement un risque qu'on a pris dès le début dans la recherche parce qu'on n'a pas forcément de financement qui nous permettait de faire ça. Donc c'est un peu des financements en interne sur la chaire de recherche pour développer ces pratiques. Et une fois qu'on a réussi ou qu'on a fait un démonstrateur, on invite des gens de la pratique, on invite des industriels, on invite des gens qui sont intéressés pour leur partager nos retours d'expérience. Ça permet de diffuser toute cette connaissance, ça permet d'essayer de trouver des nouvelles façons d'optimiser les coûts, d'optimiser les chaînes logistiques, et puis ouais, ça permet aussi de rassurer la maîtrise d'ouvrage pour avoir des exemples construits. C'est toujours des références que les gens peuvent mettre dans leur dossier de soumission. Et puis maintenant, au moins ça permet ça permet le fait d'avoir été aussi proactif par le passé permet que les municipalités s'en emparent et déconstruisent elles-mêmes leurs bâtiments et les mettre à disposition comme ça des architectes pour de nouveaux concours. Et c'est vraiment ça qui favorise un flux constant. Ouais. On a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si Cécile, toi, tu voulais partir. Eh ben, merci d'avoir intervenu. Ouais, j'ai une question. Peut-être c'est intéressant d'avoir celle du public. C'est une question qu'on se pose souvent parce qu'on donne des cours aussi d'économie circulaire dans l'université dans laquelle on est, aux étudiants de master. Et une question qui revient souvent et que j'aimerais poser à Hugo aujourd'hui, c'est par rapport à cette esthétique du réemploi de béton. Quid de est-ce que ça fait un peu bricolage, tout ce qu'on est en train de faire, ou est-ce qu'il faut massifier tellement, enfin pas massifier, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il faut banaliser presque ce réemploi au point où il devient un peu invisible, et finalement est-ce que ce réemploi ne devrait pas passer sous silence, ou est-ce qu'on doit le montrer pour en faire un peu plus la promotion aujourd'hui? Un peu une question cornélienne. Merci pour cette question. Le réemploi, nous, Bellastock, on pense qu'il est protéiforme. Donc il peut se montrer ou il peut se cacher. Et c'est à la fois un avantage, on pense, mais aussi c'est une forme menace, c'est un petit peu fort le mot, mais en tout cas ça peut présenter des risques. Je m'explique. Donc on peut évidemment montrer le réemploi. Ça a été fait par de nombreux projets pionniers, démonstrateurs, qui avaient envie de mettre en avant cette question visuellement et qu'on puisse parler du réemploi à travers l'architecture, notamment du réassemblage et de la réutilisation, où on va détourner des éléments pour vraiment mettre en scène quelque chose et montrer qu'on a fait du réemploi. Là-dessus, il y a encore une fois un champ hyper excitant et stimulant à investir pour les concepteurs, parce que utiliser un matériau qui a déjà une première vie, c'est d'une certaine manière essayer de conserver des valeurs qui peuvent être historiques, patrimoniales, affectives, dans la forme, dans plein de choses qu'on peut convoquer dans cet élément-là. Donc ça, c'est bien.
Mais d'un autre côté aussi, on peut le cacher, et parfois c'est tout à fait valable comme approche, c'est même nécessaire. Quand vous reconditionnez complètement, je sais pas moi, une charpente en métal, vous allez sabler puis repeindre, bon bah la charpente, à l'arrivée en réemploi, elle apparaît en tout cas comme une charpente neuve, et c'est tant mieux. Mais à notre avis, il faudrait pas trop tendre vers toujours essayer de trouver essayer de faire fondre le réemploi dans l'esthétique actuelle. Parce que ça, c'est pas, c'est tout d'abord pas toujours faisable, et c'est pas forcément souhaitable dans le sens où le réemploi, bah, c'est difficile de faire ça parce qu'on a des ressources qui sont disparates, qui sont hétérogènes et qu'on va utiliser en petite quantité la plupart du temps, et donc qui sont pas compatibles avec tous les canons esthétiques de la modernité en gros, qui est assez récente au final, hein, qui a à peu près un siècle elle aussi, qui consiste à avoir des bâtiments faits de surfaces lisses, complètement homogènes, avec une esthétique de la propreté, du neuf en fait. Le neuf, c'est vraiment un truc auquel on est dopé depuis en gros l'après-Seconde Guerre mondiale, avec la société de consommation, on pourrait dire, hein, mais qui est finalement assez récent. Donc c'est l'opportunité justement, le réemploi pour nous de trouver justement de nouvelles formes d'esthétique dans les formes elles-mêmes, mais le plus important, d'essayer de travailler avec les acteurs en fait, de la construction et les habitants et les gens qui utilisent les bâtiments sur l'évolution du prisme de perception qu'on a en fait des objets de seconde main. Il est là, l'enjeu, il est plutôt culturel, quoi. Il est comment favoriser en fait le fait que des populations diverses acceptent, trouvent belles, etc., des architectures qui sont faites en réemploi. Donc voilà, d'une certaine manière, la beauté, elle est que dans les yeux de celui qui la regarde. Donc c'est important de faire évoluer le prisme à travers lequel on regarde ces objets plutôt que ces objets eux-mêmes, quoi. Voilà. Sur cette intervention un peu plus large sur le réemploi et du coup sur l'esthétique générale. Et tu as raison, le bricolage, c'est une de ces possibilités, mais il en existe plein d'autres, c'est sûr. Et du coup, là-dessus, on va clore la table ronde. Merci à tous les trois, et donc à Cécile qui est partie aussi d'être intervenue. On va passer à la conclusion maintenant par Mohamedou Ba, et qui va parler de la façon d'encourager les dynamiques en cours, et donc comment aussi encourager les acteurs à la rejoindre. Merci à tous les trois. Donc, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre quelques minutes pour parler un peu des enseignements qu'on peut tirer de la table ronde, quelques messages clés et puis un peu de perspective. Avant, je vais prendre une minute juste pour remercier Ecopolis d'abord d'avoir accepté cette table ronde, donc sur un sujet qui est un peu à part, on l'a vu déjà avec les échanges, à Benoît et aux participants de cette table ronde. Merci à Karine aussi d'avoir, sur cette dynamique que tu accompagnes l'ADEME depuis plus d'1 an, et aux membres du GT Réemploi qui acceptent de partager tout ce qu'ils ont sur le sujet. Et merci aussi à ma collègue Chloé qui est partie prendre un peu de l'air au moment où on est dans cet endroit-là. Parler de réemploi béton, c'est sûr qu'on part de loin, on l'a entendu aussi là, y compris en interne ADEME, je peux le dire, devant ma DRA, parce qu'elle fait partie des personnes qui ont poussé en tout cas le sujet, malgré quelques réticences, ou peut-être pas hésitations, internes ADEME. Donc, ce sujet-là, donc nous avons croisé les regards d'architectes, de maîtres d'ouvrage, elle est partie, et puis de chercheurs autour d'un même cap, comment faire du réemploi de produits en béton une pratique courante et sûre. On n'est pas sur la massification, on est encore très loin. De quelques enseignements de cette table ronde, je vois déjà il y a tout un panorama solide et à plusieurs échelles qu'on a vu, de l'école polytechnique avec tout ce qui est passerelle, plancher, mur, cartographie historique de ce qui s'est fait jusqu'à présent autour du réemploi béton, à des opérations un peu plus classiques avec Habitat 77 à Melun, avec Lorient en passant par Stein, par Le Havre, la Maison des Canaux, l'Académie du Climat. Bref, le béton réemployé couvre des dalles gravillonnaires, on l'a vu, gravillonnées, des façades, des dallages extérieurs, jusqu'au projet de poteau-poutre, donc des éléments de structure.
Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une multitude d'expériences qu'on a vues ici. Le deuxième enseignement, c'est que ce qui a été dit, c'est que la maîtrise d'ouvrage, c'est le pivot, joue un rôle clé. Déjà dans le ciblage des opérations qui vont être faites, dans l'arbitrage, parce qu'il y a des questions de coût, des questions de délai, des questions d'organisation. Et tout ça, ça met le maître d'ouvrage au centre de ces actions-là. Il y a une équation économique qui est ressortie, qui est encore crispante. On sait que lors de la première itération, c'est toujours surcoté. Donc, même s'il y a des aides, on voit toujours que le coût est beaucoup plus élevé. Mais on voit aussi qu'avec les apprentissages, il y a susceptibilité de baisser les coûts à la deuxième, à la troisième itération, ainsi de suite, de mise en œuvre. Donc, on est en train d'apprendre. Peut-être au début, ce n'est pas le coût économique qu'il faut regarder, c'est plutôt environnemental. Et puis, au fur et à mesure, ça peut évoluer pour pouvoir, en tout cas, concurrencer ou bien s'adapter par rapport aux autres. Il y a un outil des outils qui manquent, l'aide à la décision. Hugo l'a dit. On n'est pas là pour faire effectivement du réemploi à tout va. Effectivement, ça fait partie des questions aussi qu'on s'était posées, mais dans la hiérarchie des normes, on parle de prévention, donc comment on peut conserver l'existant. Si on n'arrive pas à le conserver, comment on peut réemployer une partie avant de parler granulat, recyclage et autres. Donc, c'est pertinent de se poser ces questions-là. Et donc, le fait d'avoir peut-être un outil d'aide à la décision, ça permet de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que là, c'est pertinent de réemployer le béton ou bien de le transformer en gravat ou autre chose? Donc, ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Il y a aussi des questions de procédés, donc de technique et d'esthétique. Les gens veulent habiter aussi dans des endroits qui répondent sur le plan esthétique aussi, s'il y a des choses intéressantes. Il y a le cadre, on a parlé de R&D un peu partout en Suisse, en France, dans le cadre de REPER 2 et tout ça. Et donc en Europe, donc, il y a besoin aussi de mettre en place des référentiels pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, et ainsi de suite. Et de ce que j'ai entendu aussi, ce qui est plus pertinent, c'est aussi de construire, mais beaucoup plus favoriser le réemploi in situ, plutôt que de transporter les dalles ailleurs. C'est bon. Donc, pour tous ces éléments-là, on voit quand même, ça, c'est les enseignements. Et quelques messages clés qu'on peut retrouver, c'est que sur le plan technique, c'est maîtrisé. On a vu avec ces exemples qui sont affichés, qui sont démontrés tout le long de cette table ronde. Il y a des protocoles d'essai adaptés. Et il y a un certain nombre de choses de traçabilité aussi à voir. Il y a une question que je n'ai pas entendue, la partie sécurité juridique. Généralement, déjà, quand on parle de structure, déjà on parle de bureau de contrôle, d'assurance. Donc, il y a ces aspects-là aussi qu'il faut border bien en amont de tout ça. Il y a la partie économique, je n'y reviens pas. Et aussi vérifier vraiment que l'impact environnemental sur le réemploi, on peut le mesurer avec l'ACV et tout ça. Donc, au vu de tout ça, où est-ce qu'on va en termes de perspective? On commence à travailler avec les éco-organismes éco-minéraux et Valobat, je crois qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, Marianne et Elodie, à rédiger un guide de réemploi de produits en béton. Donc là, c'est une consultation qu'on va lancer d'ici la fin de l'année avec l'objectif que l'année prochaine, au prochain JFEC 5, on aura des éléments, un guide qui permet de dire selon ces conditions, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce dont il faut faire attention, ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément. Et puis, le GT réemploi béton, il existe. On fait appel à des volontaires, des acteurs de la filière, à la fois des architectes, des maîtres d'ouvrage, tous ceux qui peuvent porter cette expertise-là et qui peuvent mettre aussi à disposition des chantiers. En parlant de chantier, donc l'ADEME accompagne, Valérie l'a dit, l'ADEME a des dispositifs qui permettent d'accompagner
ces expérimentations-là. On a parlé de protopoutre qu'on va faire, donc avec des chantiers où on peut faire de l'expérimentation sur un certain nombre de choses. Et donc les dispositifs sont ouverts. Vous savez la situation, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut toujours accompagner avec les éco-organismes donc, qui disposent de financement, avec la région aussi qui dispose de financement, donc il y a possibilité de se faire accompagner. Donc, sur tout ce qui concerne le GT Emploi Béton, le contact c'est Karine, et tout ce qui est poursuite de l'expérimentation, appel à candidature pour le dépôt de dossier, c'est moi, Medoubal, votre contact. Merci.